ses bras et son cœur à un enfant défavorisé, telle a été la doctrine d'Edmond Kayser. Celui qui a fondé Terre des Hommes dans les années 60 s'est battu toute sa vie pour aider les orphelins et les enfants abandonnés du tiers-monde. Ainsi, grâce à lui, des milliers d'enfants ont pu être adoptés en Suisse, avec un afflux particulier entre les années 70 et 80. Malheureusement, le paradis que leur promettait Edmond Kayser s'est parfois transformé en enfer. Certains enfants ne se sont jamais remis d'avoir été abandonnés par leurs parents biologiques. Ils ont entraîné leur famille adoptive dans des souffrances inattendues. Mireille Leroc et son mari Vania en ont fait la dure expérience, eux qui ont adopté il y a 10 ans un enfant à Madagascar. La rencontre avec leur petit Lucien était pourtant digne d'un conte de fées. Je crois que c'était vraiment une rencontre très forte en ce qui me concerne avec Lucien. Une espèce de vision que j'ai eue en le voyant alors qu'on était là-bas pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'adoption. Une vision de lui comme étant mon fils. Je me le suis imaginé immédiatement en Suisse. Je me suis vue en train de le présenter autour de moi, à mes amis, comme mon fils. Ce qui était pour moi une révélation incroyable parce que j'étais pas particulièrement tournée vers les enfants, j'étais pas désireuse d'en avoir un. Et puis ça m'a complètement prise de court et bouleversée. Je me rappelle avoir senti ses cheveux. Et donc il y a eu quelque chose de très fort, quelque chose de très très basique. C'était vraiment une rencontre. Un coup de foudre entre lui et moi, entre moi et lui. Mais j'ai cru, et j'en suis persuadée aujourd'hui, sentir une réciproque par rapport à ce que je vivais moi. Démarche plus classique passant par les instances officielles pour Michel et Monique Demont. Après avoir adopté une petite Suissesse, ce couple s'est vu confier à l'âge de 40 ans un enfant colombien. Nous l'avons choisi sur un catalogue où il y avait beaucoup d'enfants à adopter. Et à partir du moment où notre choix s'est porté sur Édouard, on nous a remis la photo. Oh, il avait une bonne bouille. C'est un beau garçon. C'est donc plein d'espoir et de rêves que les Demont sont partis à Cali en 1975 chercher cet enfant. Il avait 3 ans et avait été recueilli par des gens d'église. Sur place, déjà, on pourrait dire que c'était un peu difficile parce qu'il a été abandonné, il a été recueilli à la garderie de la paroisse. Et puis là, c'est la cuisinière qui l'a pris chez lui la nuit. Donc, il vivait dans la maison de la cuisinière qui avait déjà, elle, plusieurs enfants. Alors, en somme, il a été adopté une première fois là-bas. Donc, en somme, quand nous sommes arrivés, c'était une deuxième déchirure. Et au début, c'était un petit peu difficile. Des fois, là-bas, on ne savait pas comment ça allait tourner. Comment se sont passées les premières années de vie commune? Elles étaient belles, elles étaient faciles. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'elles étaient peut-être un petit peu trop faciles. Lucien était un enfant qui était très ouvert, qui était hyper adaptable, qui était très extraverti. Donc Lucien allait vers le premier inconnu et s'ouvrait, se livrait complètement. On pouvait par exemple le confier à des gens qu'il ne connaissait pas sans aucun problème. Je me souviens toujours du premier jour où je l'ai laissé à une maman de jour. J'ai appelé le matin pour savoir comment ça se passait, mais zéro problème, jamais.
C'était même lui qui avait sonné à la porte, tout heureux d'y aller, tout heureux d'aller ailleurs, sans inquiétude aucune. Alors c'est vrai, au début, on le prenait pour une grande facilité d'adaptation. On se disait, mais c'est fantastique, il est tellement à l'aise avec nous que pour lui, ça pose aucun problème. Il a compris qu'on l'aimait, mais finalement, c'était pas ça. Est-ce que vous avez des souvenirs des toutes premières années que vous avez passées à Cali? Non, absolument rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous savez de vos parents biologiques? Ben, pour ainsi dire rien, donc si ce n'est qu'ils étaient pauvres. Et puis une fois ils m'ont amené à la garderie, qu'ils ne sont plus jamais venus me rechercher. Question de relation, je dois avouer que j'ai eu quelques problèmes avec lui parce qu'il avait déjà un caractère assez orgueilleux et c'était pas le petit garçon qui filait doux. Comme moi j'ai aussi mon caractère, on s'est heurté quelquefois. J'ai pour ainsi dire tout eu, tout ce que peut rêver d'avoir un enfant, donc des jouets, quand je demandais quelque chose je l'obtenais, on faisait beaucoup de jeux de société, enfin j'ai pu pratiquer des sports, non ça c'est des bons souvenirs. La lune de miel entre Lucien et ses parents s'est terminée au début de l'adolescence. Aujourd'hui, Lucien n'occupe plus pendant la semaine sa chambre dans la villa familiale au-dessus de Rolle. Il a été placé dans un internat à Porrentruy suite à de sérieux troubles du comportement. J'ai fait des bêtises chez moi. J'ai fait des vols, quoi. J'ai volé de l'argent à mes parents. Puis après ça allait de moins en moins bien. Puis après on a décidé que je devais venir ici. En plus de l'argent, Lucien a dérobé et saccagé des bijoux de valeur appartenant à sa mère. Lucien n'a pas respecté une limite et ça c'était un premier signe. Et depuis, on a constaté à maintes reprises qu'il n'a pas respecté d'autres limites aussi, qui sont des limites naturelles dans une famille. Mais je dirais qu'il y a eu l'incident des bagues qui était très caractéristique, mais qui s'est déroulé au milieu d'autres incidents, comme des mensonges quasi systématiques, des dissimulations, des espèces d'absences où il n'y avait plus personne à qui parler, des vols, beaucoup de choses très désagréables qui ont fini par rendre finalement le climat familial très très difficile à respirer. Lucien, qui a maintenant 15 ans, oscille entre comportement violent et grande passivité. Il rejette toute forme d'attachement ou d'intimité face à ses parents et se mure dans une sorte de mutisme. Je parle pas beaucoup avec eux, puis ils aimeraient bien des fois que je leur dise plus ce que je fais à l'école, mes rapports avec mes amis et tout ça. Puis en fait, je leur en parle pas vraiment. Pourquoi? Ça me gêne un peu, puis je sais pas, ça me dérange, mais je sais même pas vraiment pourquoi en fait. Je me dis dans ma tête, c'est pas bien ce que je fais, faut que j'arrête, faut leur parler, puis en même temps, quand je suis en face d'eux, je sais pas trop quoi leur dire. En fait, j'ai peur, puis je sais pas de quoi. En fait, depuis l'âge de 12 ans, quand je commençais à bien comprendre que j'ai été adopté, c'est là que il y a eu... j'étais meurtri, en fait. Parce que j'ai réalisé, en fait, que j'ai été abandonné. Et ça, c'était assez dur. J'ai toujours cherché une réponse, en fait, à le pourquoi, tout simplement. Et vous trouviez cette réponse? Non, parce que pour moi, c'est inconcevable qu'une mère elle puisse laisser son enfant. Je peux pas le comprendre.
c'est comme ça, au fond, que les ennuis ont commencé. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que très jeune, il avait commencé à rencontrer la drogue, le hashish, ce genre de choses. Et puis évidemment, ça n'incitait pas à travailler. Alors, à cette époque-là, je crois, on s'est beaucoup concentré sur ses difficultés scolaires. Je n'ai pas compris sur le moment qu'il se passait toute autre chose. Moi, je revendiquais que j'étais colombien, finalement. Je rejetais un peu la Suisse. Et je cherchais vraiment mes racines. Et comme je trouvais pas, en fait, il s'est avéré qu'une fois, j'ai touché à la drogue. Et en étant drogué, ça me permettait d'échapper à ça, en fait. J'occultais complètement. Et si je suis resté dans la drogue, c'est que j'avais pas tellement foi en l'amour, finalement. La vie, ça sert à rien, puisque l'amour, ça veut rien dire. Même l'amour d'une mère. On a eu les contacts avec le service de la jeunesse. Enfin, après, je crois que tout s'est enchaîné. Oui, puis la confirmation alors absolue, c'est arrivé quand la police a téléphoné un matin pour dire qu'il avait été interpellé et qu'il avait été envoyé à Valmont parce qu'il l'avait surpris en train de faire du trafic. Alors là, il n'y avait plus moyen d'ignorer la chose. Et là, quand votre fils a été arrêté, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est très dur de recevoir un document qui est marqué avis d'écrou. Quand c'est vos enfants et puis que vous recevez par le courrier avis d'écrou, moi ça m'a fait mal, c'était horrible. Ce sentiment d'impuissance et d'incompréhension, les parents de Lucien l'ont aussi ressenti. Ils ont cherché de l'aide auprès d'un pédopsychiatre, mais cette démarche n'a pas permis de dénouer la crise. Je crois que pour nous, il y a eu un jour où on s'est brusquement senti mieux dans l'espèce de désolation qu'on traversait. Et ça a été le jour où on a lu un article qui est paru dans Femina et qui parlait des troubles de l'attachement des enfants hérissons. Et il y avait toute une liste de symptômes qui étaient dressés et tout correspondait à Lucien. Et là, on s'est dit, on n'est plus seul. Il y a d'autres enfants qui sont comme ça. Ça a un nom, ça porte un nom, ces troubles du comportement-là. Et puis, surtout, on n'est pas responsable complètement de tout ça. Parce que derrière les troubles de Lucien, il y a aussi toute notre culpabilité de parents. Mais qu'est-ce que j'ai fait de faux et la tendance qu'on a, peut-être, comme parents adoptifs, que j'ai eu moi, à vouloir surcompenser et puis à ne jamais trouver comme suffisamment bien ce que je pouvais lui donner. Je suis heureux d'être ici, puis je suis malheureux de ne pas avoir connu mes parents biologiques. Puis quand je me dis quand même que peut-être que ma mère elle est morte ou peut-être pas, puis qu'elle est là ou peut-être pas, ça me fait bizarre, quoi. Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu aimes tes parents biologiques? Ou est-ce que tu leur en veux? Je leur en veux pas, mais enfin, ça dépend. Des fois, je leur en veux parce que c'est quand je suis en colère contre quelqu'un, je repense à eux, puis c'est pas forcément que je leur en veux, mais je pense à eux quand je suis en colère, des fois. Puis sinon, non. Je les aime bien, enfin, ouais. Et tu as de temps en temps l'impression qu'on t'a abandonné, qu'on t'a lâché? Par rapport à ma mère biologique, oui. Qu'elle soit partie. Qu'elle m'ait abandonné alors que ou mon grand-père ou mon père était mort de la lèpre et puis qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper.
ce qu'il y a de plus compliqué pour les adolescents adoptés, c'est leur double filiation, à la fois affective et biologique, et qu'au moment de l'adolescence, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en perspective. Il va falloir se coltiner ces deux branches, et que c'est pas toujours simple. Ça complique passablement les choses, et finalement, c'est les parents qu'on a sous la main qu'on va mettre à l'épreuve. Et cette question des liens, c'est vrai que l'adolescence est souvent un moment où se réactive cette problématique des liens, et qui sont, ils sont prêts justement à les solliciter, parfois jusque dans des situations extrêmes, pour voir comment ils tiennent et à quoi finalement ils peuvent se raccrocher pour continuer leur tâche de se constituer comme adultes. Je les ai testés. Je leur ai fait des crasses pour savoir si vraiment ils m'aimaient. Je les ai poussés à bout pour savoir s'ils étaient vraiment capables de tout supporter et pas faire comme mes parents et m'abandonner juste parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu ce mode de fonctionnement avec tout le monde. Et vous, monsieur, madame Demont, est-ce que vous étiez conscient que votre fils vous testait en permanence? Non, je n'ai pas pensé que c'était ça. J'ai pensé qu'il avait un caractère difficile, qu'il était mal dans sa peau, ça c'était sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir résolu ces problèmes d'abandon ou pas encore? Ce ne sera jamais quelque chose qui va se refermer. Jamais. Mais j'ai une famille et j'ai accepté de vivre avec. Quand j'étais petit, j'ai été abandonné, mais pas forcément que maintenant je suis abandonné, mais j'ai dû quitter mes premiers parents. Puis maintenant, depuis quand j'ai dû partir à l'internat, d'accord, c'est pour une semaine seulement, puis après je reviens, mais quand même, je vois plus mes parents pendant une semaine, je vois plus ma sœur. Des fois, j'ai l'impression que je repars, quoi, en fait. Est-ce que vous êtes débarrassé de lui? Je crois qu'alors, vraiment non. Ça fait mal d'entendre ça. On a vraiment, je crois, essayé de sauver la famille. C'était ça la démarche, c'était aussi ça la recommandation de son pédopsie. Et on en a discuté de cette possibilité qu'il le ressente comme ça. Et au début, je voulais même pas, moi, entendre parler d'internat, parce que c'était comme ça que je le vivais. Alors, ça me fait de la peine aujourd'hui qu'il le ressente comme ça. Non, bien sûr que non. On s'est jamais débarrassé de lui. Tous les jours, il mange avec nous en pensée. Donc, et moi, je suis heureuse de le retrouver le vendredi soir. Je suis parfois aussi heureuse et soulagée de le voir repartir le dimanche, parce qu'il y a des week-ends qui sont très durs. Mais c'est mon fils, je pourrais pas imaginer la vie sans lui. Vas-y, Lucien, tire sur Lucien, vas-y. Lèche le chien, vas-y, lèche le chien. Ouais. C'est parti sur Lucien. Est-ce que vous mettiez tous ces problèmes en rapport avec l'adoption? Non, moi pas. Alors, d'abord, il n'y a pas que les enfants adoptés qui se droguent. Et tous les enfants adoptés ne se droguent pas. Donc, non, j'ai pas mis ça en rapport avec l'adoption. C'est après que j'ai su que Édouard avait cristallisé tous ces problèmes sur cette question d'adoption. En Suisse, personne ne connaît l'ampleur et la fréquence des difficultés rencontrées par les enfants adoptés. Aucune étude n'a jamais été faite. Le Lancet, une revue médicale réputée pour sa rigueur scientifique, a donné une réponse en 2002. Les Suédois ont suivi l'évolution de plus de 11 000 adoptés. Ils ont comparé leur comportement à celui des enfants d'indigènes et d'immigrés. Ils ont découvert que les adoptés courent 3, 4 ou 5 fois plus de risques de se suicider, de développer des maladies mentales sévères, d'être dépressifs ou toxicomanes. Quel regard portez-vous sur les conclusions de cette étude? Alors, un regard à la fois alarmé, puisqu'elles sont saisissantes, ces conclusions. Un risque 3 à 4 fois plus élevé de décès par suicide chez les enfants adoptés. Et en même temps, je tiens quand même à dire que
la majeure partie, il en reste quand même beaucoup qui vont bien, probablement, que cette étude ne s'est pas penchée sur un aspect détaillé de comment fonctionnaient psychologiquement les autres, qui se sont bornés sur des indicateurs, je dirais, sévères de pathologie mentale lourde, de difficultés d'ajustement social, mais je pense que c'est un point important à prendre en considération. On peut plus en faire abstraction, on ne peut plus se dire simplement les enfants adoptés consultent plus facilement, ils n'ont pas plus de problèmes que les autres. Manifestement, ils ont plus de risques que les autres et ça doit nous mener à faire des études pour connaître parmi ces enfants adoptés quels sont ceux qui vont avoir ce risque accru de tentative de suicide ou de décès par suicide. Mireille Leroc, la maman de Lucien, n'est pas découragée par son histoire personnelle puisqu'elle s'occupe à titre professionnel d'adoption. Elle est l'une des responsables de la Fondation Familles sans frontières et œuvre bénévolement comme intermédiaire. Cette avocate permet à des familles suisses qui ont été évaluées et accréditées par les services de protection de la jeunesse d'adopter des enfants à Madagascar. Est-ce que lorsque vous avez dans votre bureau des familles candidates à l'adoption, vous leur parlez de votre propre histoire avec Lucien? La plupart du temps, oui. Pas forcément toujours sous une forme très personnelle, mais j'attire systématiquement leur attention sur toute la problématique des troubles de l'attachement. Absolument. C'est difficile d'ailleurs de leur faire comprendre ce que c'est parce qu'ils sont au tout début de leur histoire, au tout début de leur aventure. Et puis, ce qui est juste aussi, parce qu'il faut que la greffe prenne. Donc, j'essaye de laisser ça dans un coin de leur mémoire pour que le moment venu, si jamais ils ont besoin d'aide, ils puissent faire appel à nous. Mais j'en parle toujours, oui. Bye. C'est en tant qu'intermédiaire que Mireille part ce jour-là rendre visite à Genève à une famille avec laquelle elle a beaucoup discuté et qu'elle a sélectionnée. Il faut dire que le nombre de candidats à l'adoption dépasse toujours l'offre. Tu viens me donner le doigt pour traverser et qu'on viendra chercher ça. Mireille va permettre à la famille Meuneron d'aller chercher à Madagascar un enfant abandonné qui a été recueilli depuis 1 an dans la maison de Familles sans frontières. Sa fille biologique Anastasia l'accompagne. Bonsoir, ma chérie. Entrez seulement, il y a encore un étage, c'est Rennes chez nous. Ça me fait plaisir de vous voir autrement qu'à travers un mail. Ben oui, je sais bien, dérouler pour finir. Voilà. Hein, regarde, il y a plein de beaux chats ici. Puis regarde, alors il y a quelque chose d'extraordinaire, là je vais te montrer. Parce qu'il est tout petit. Regarde. Regarde la maman. Regarde comme c'est joli. Ça fait 2 ans hier, je crois, qu'on s'est rencontrés. On s'est vu. Donc non, 1 année que vous nous aviez. Oui, en voilà, tout cas, ça je sais fait que une année et on s'est vu en octobre. On s'est vu en octobre 2001. Oui. Octobre 2001. Donc ça fait, 21 octobre ça fait 2 ans et 2001. demi. 2 ans et demi. Ouais, ah ben voilà. Ouais, c'est une gestation d'éléphant. Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ah ouais, mais elle est bien présente avec nous. Elle est là, Mamène. Elle est à côté Elle de est Claudia, là. voilà. Une jolie photo qu'on a reçue fin février. Voilà, on se réjouit. Elle est prête, elle aussi. Elle a été bien préparée. Alors j'imagine. J'imagine, en tout cas, il paraît qu'elle a notre. Oui, monsieur notre distribué. photo. On avait envoyé une photo de notre famille, donc il semble qu'elle a reçu, qu'elle est près de son lit, donc on se réjouit tellement de la voir. Oui, c'est vrai que c'est un long parcours du combattant avec des moments de grande joie quand on vous annonce que vous allez avoir un enfant et puis des moments un tout petit peu plus ingrats parce qu'il y a toutes ces démarches administratives. Finalement, l'enfant disparaît derrière les démarches administratives et ça, c'est difficile parfois. Alors il faut toujours recadrer un peu, se dire mais là derrière, il y a un être humain qui nous attend, qu'on attend aussi. Et puis bon, il y a des choses à faire, il faut aller voir des administrations pour obtenir des tampons, il faut patienter. Enfin, on est à la merci de beaucoup de choses, en fait. Santé, alors. Quelques jours plus tard et après tant de tracas, le rêve devient enfin réalité. Violaine, Eric et leur fille Claudia s'envolent pour Madagascar. Ils vont chercher à Tananarive cette petite fille dont ils ont tant admiré la photo.
Aujourd'hui, le nombre de parents qui parviennent à vivre pareille aventure a terriblement diminué. L'an passé, il n'y a eu que 366 adoptions en Suisse. C'est 60% de moins qu'en 1990. Cette diminution s'explique notamment par le fait qu'il y a eu une volonté internationale de mieux protéger les droits de l'enfant. La Convention de La Haye, qui a vu le jour en 1993, a permis progressivement de diminuer le nombre d'abus et de dérapages. Première rencontre avec les 2 responsables locaux de Familles sans frontières. Bonjour madame, ça fait plaisir de vous rencontrer. On a patienté déjà. Tu sais, demain je vais lui montrer la photo tout le matin. Oh, vous êtes trop chou, alors là vous êtes trop chou. C'est tellement une Claudia. Après une nuit de repos, les Meunerons se rendent à Akani Sambatra, la maison de Familles sans frontières. On se réjouit. On se réjouit. On se réjouit. Plus que quelques instants avant de tenir dans les bras Nomen, âgé de 2 ans et demi. Est-ce qu'ils l'auront déjà réveillé? Je pense qu'on va. Ok. Bon, je fais les demi-tours. Vous êtes où là? Ok. Ah, ok. Joie et angoisse sont au rendez-vous. Voilà. Un autre panneau. Ah ouais, ils sont tous là, puis je crois qu'ils sont mignons. Bonjour Leïla. Ça va? Alors c'est Mademoiselle Nomen. Coucou Nomen. Viens avec ta fille. Oh, c'est maman et papa. Regarde, c'est papa, maman et Claudia. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Tu vas faire un bisou? Tu vas faire un bisou à maman? Regarde, fais un bisou à maman. Bonjour, fais bisou Nomen. Voilà. Voilà, bonjour. Bonjour. Regarde papa. T'as vu? Il a une barbe, papa. T'as vu? Il a une grosse barbe. T'as vu? Il y a beaucoup. Elle va pleurer. T'as vu tout ce monde? Et tu as vu déjà? Regarde Claudia, regarde ta sœur. Regarde, fais bisou à Claudia, fais bisou. Fais bisou ma chérie. Ça. Non, ma chérie. Ça va. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. T'as vu tout ce monde? C'est maman qui t'a fait. Ça y est. Bonjour. Et là, c'est vrai que pour elle, c'est une révolution. Pour qui me Là, ma puce. Là, ça va aller. Comment est-ce que vous préparez ces enfants? Est-ce que vous arrivez à les préparer, à leur expliquer On les qu'ils prépare, vont c'est-à-dire avoir... qu'on leur dit, on a des photos, donc on leur montre les photos des parents. Et on leur dit c'est papa, c'est maman, c'est ta grande sœur qui s'appelle Claudia, on lui apprend déjà. Donc elle le répète, elle le sait, mais c'est assez abstrait pour elle, quoi, pour intégrer, quoi, c'est sûr. Hein. On arrive, ça voilà. parce que c'est la réalité. Ça fait déjà longtemps qu'elle a eu vos photos, qu'elle les a dans la chambre et tout, et puis. Mais pour elle, c'est pas quelque chose de vraiment concret, quoi. C'est normal. Quoi. Mais alors là, ça c'est déjà bien. Hein? Alors tu manges du chocolat? De maman, papa, goûter. C'est du chocolat? Salut. Une espérance. Tiens, regarde. Tu le touches là, comme ça? Mais c'est ça. Tellement joli, mignon. Nomen est arrivée chez nous car sa maman, au bout d'une année, ne pouvait plus subvenir à ses besoins, ne pouvait pas la nourrir comme il faut. Et donc, elle nous a demandé de la prendre en charge et nous l'a confiée donc, pour l'adoption internationale. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oh. Le foyer de Familles sans frontières accueille en ce moment une vingtaine d'enfants, dont la moitié environ pourra être adoptée. Fais un bisou à ta petite. Tu me fais un bisou? Vous-même, en tant que femme, comment est-ce que vous réagissez quand on vous amène un enfant comme ça, qu'on l'abandonne quelque part? Ben, c'est très très dur. C'est très dur. C'est vrai qu'au début, ça me faisait... J'avais du mal.
J'ai très mal au cœur parce que quelque part, bon, ben, quand je regarde les mères, elles déposent leur bébé, et ben, au début, j'avais l'impression qu'on l'arrachait leur bébé. Franchement, j'avais très très mal. Et après, bon, ben, je me dis non, il leur donne une chance. Et je suis contente le jour où ils prennent l'avion parce que je me dis ils ont une belle avenir qui les attend, une belle vie. L'adoption internationale pose un dilemme terrible aux pays du tiers-monde qui ont honte de devoir laisser partir leurs enfants à l'étranger et qui ont peur de les déraciner. Mais ils n'ont souvent pas d'autres alternatives. Les guerres, le sida et surtout la pauvreté font que des milliers d'enfants sont soit orphelins, soit abandonnés. Madagascar, qui vient de ratifier la Convention de La Haye, cherche pourtant des solutions locales, notamment des familles d'accueil dans le pays. Elles sont rares car elles n'ont généralement pas les moyens de nourrir une bouche supplémentaire. Par ailleurs, les subventions étatiques sont quasi inexistantes. En ce moment, il n'y a à Tananarive qu'un seul centre d'accueil de l'État pour accueillir des enfants en difficulté. Ce centre est vétuste et ne peut héberger qu'une vingtaine d'enfants. Est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins? Je ne pense pas. Parce qu'on est limité dans notre capacité. Comme vous le voyez, on est limité à certaines... tout dépend du nombre de lits ici et du nombre, comment je dirais ça, de ce qu'on a pour faire donner à manger aux enfants. Si ça dépasse la limite de nos capacités, on ne peut pas. Les demandes, ils affluent, ça c'est sûr quand même, étant donné le nombre d'enfants dans la rue Tana. Faute de solution locale, 355 enfants malgaches ont été l'an dernier adoptés à l'étranger, en France surtout. La Suisse en a accueilli 7. Ce nombre est en constante augmentation depuis 10 ans. En étant malgache, quand même, je suis un peu triste. Hein? Mais quelquefois, quand même, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, soit on le laisse dans la rue, soit quand même... étant donné qu'ils ont une chance quand même de vivre convenablement avec une famille, je pense que c'est le... comment je dirais ça? C'est peut-être le mal nécessaire. Mais pour l'enfant et pour ce qu'il va faire après. Oh, la belle coiffure, puis t'es sage. Elle est coiffée. Vous me prenez? Et hop là! On va aller se promener. D'accord? Merci beaucoup. J'entends? Là, on va aller chercher. Oula! Oh. Le paradis promis aux orphelins du tiers-monde se transforme parfois en enfer. Ce qui est arrivé à Christiane Baudra est un exemple qui prouve que tous les parents adoptifs ne sont pas dignes de se voir confier un enfant. Christiane, qui est aujourd'hui mariée et mère de famille à Thun, déploie tous ses efforts pour oublier les affres du passé. Après avoir vécu pendant 4 ans dans des orphelinats en Corée, elle a été adoptée dans les années 70 par une famille du Chablais vaudois. J'ai pas des bons souvenirs parce que j'ai eu des parents, je dirais, j'ai une situation difficile. Difficile parce qu'une mère qui est, je dirais, que je nommerais folle, donc pas saine d'esprit, atteinte d'une maladie psychiatrique. J'en ai beaucoup subi les conséquences de sa maladie, mais pas seulement moi, aussi mon frère et ma sœur. Mais qu'est-ce que vous avez subi exactement? Alors, c'est dans l'ordre des maltraitances physiques et aussi psychologiques. Ma mère était sadique,
Donc son sadisme poussait, par exemple, qu'elle prenait une cuillère à soupe et puis qu'elle me tapait là à l'arcade sourcilière. Elle me passait aussi la tête sous l'eau, elle comptait jusqu'à 10. Si je commençais à gigoter avec mes jambes parce qu'au fait j'arrivais plus à respirer, je voulais reprendre l'air, elle me ressortait la tête de sous l'eau et puis après elle me remettait la tête et puis elle comptait jusqu'à 15. Vous êtes aujourd'hui adulte, vous êtes sûr de ne pas avoir eu un comportement qui ait pu excéder vos parents adoptifs? Écoutez, quel enfant n'excède pas ses parents? Mais il y a une différence entre gronder un enfant ou lui donner une claque par sa part et la différence entre réveiller un enfant la nuit, un enfant qui dort, le faire se lever, il est à pieds nus, lui faire de la gymnastique sur le balcon. Je devais marcher en position canard accroupi pour que personne ne me voie, à pieds nus pour bien sûr que personne n'entende. Donc je veux dire, tout était calculé, prémédité. Et ça, j'appelle du sadisme, j'appelle de la folie, j'appelle vraiment être malsaine d'esprit. Est-ce que vous avez passé par des moments de désespoir? De désespoir profond. Je dirais, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que c'était vraiment du désespoir, mais je veux dire, oui, je suis arrivée à la tentative de suicide. Et il y a eu tout un temps où, je dirais, pendant l'adolescence, je me couchais et je me mettais toutes les couvertures, j'avais le drap, la couverture par-dessus moi, et puis je me disais, demain, je veux me réveiller morte. C'est vraiment ce que je me disais, me réveiller morte. Nous avons offert la possibilité aux parents de Christiane d'exprimer leur point de vue, mais ils ont décliné notre offre. Comment des parents ont-ils ainsi pu déraper alors qu'ils avaient été évalués et accrédités par les services de protection de la jeunesse pour adopter? On peut en tout cas se demander si certains contrôles n'ont pas été faits à la légère. Je crois qu'on peut dire qu'ils ont certainement été faits, non pas à la légère, mais selon l'usage et les références éducatives de l'époque. Certainement dans un contexte, d'une part, où une certaine expression de rigueur ou de sévérité dans l'éducation était beaucoup plus intégrée ou acceptée ou tolérée, et d'autre part, alors selon des procédures qui étaient beaucoup plus légères, il faut le reconnaître, qu'aujourd'hui. À l'école, l'un des maîtres a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et a référé Christiane à l'infirmière scolaire. Cette dernière a dénoncé le cas au service vaudois de protection de la jeunesse. Je sais que la protection de la jeunesse a en tout cas eu un contact téléphonique avec mes parents. Et mes parents, je dirais comme d'habitude, surtout ma mère, là, a réussi à dire « Mais vous savez, c'est avec les deux petits Coréens, parce que mon frère et moi nous mettaient toujours dans le même panier. Oui, oui, vous savez, oui, on a toujours des problèmes, mais maintenant, non, mais ça va très bien. » Voilà. Et je dirais comme ça que ça s'est arrêté. Après, par la suite, j'ai aussi recontacté la protection de la jeunesse pour savoir s'ils avaient quelque chose me concernant dans leurs archives. Et puis non, rien n'avait été répertorié. Je leur en veux ou je leur en ai beaucoup voulu. Nous avons trouvé, et nous le lui avons dit il y a quelques années, un dossier concernant son frère, qui était aussi un enfant adopté, où il y avait eu intervention du SPJ pour une situation, en tout cas de grande difficulté éducative, tant à la demande des parents eux-mêmes que suite à une démarche d'un médecin. Ce que je peux confirmer, c'est que cette famille, le couple adoptif, était confronté à des difficultés éducatives importantes qui avait conduit à des mesures concernant le frère. Dans ce contexte, on peut imaginer qu'effectivement, le mode éducatif ait aussi posé des problèmes, voire soit cause de souffrance pour Madame Beaudrad, mais je n'ai pas d'éléments avérés certifiant une maltraitance à son égard.
le sésame. Un pour goûter. Un pour goûter. La serviette. Voilà, un pour goûter. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a du kimchi. Voilà, ça s'appelle l'unanimité. Aujourd'hui, quelles séquelles gardez-vous de tout cela? Je dirais des séquelles psychologiques, des séquelles physiques. Psychologiques, ça met, je crois, plus de temps à guérir. Je dirais blessures profondes, je dirais plusieurs blessures. Une, c'est de la part de mes parents biologiques. C'est sûr, de savoir, ça restera un point d'interrogation, pourquoi ils m'ont abandonnée. Et puis cette deuxième blessure avec mes parents adoptifs, de tout ce mal qu'ils m'ont fait. 내일 구두를 닦을 사람도 철수입니다. 내일 구두를 닦을 사람도 철수입니다. 누가 오렌지를 먹었습니까? Même quand certains adoptés vivent dans un paradis et qu'ils connaissent une enfance dorée, d'autres démons peuvent surgir. L'envie de retrouver ses origines peut avoir des conséquences assez lourdes. Caroline Morganti a connu cela, elle qui est arrivée en Suisse à l'âge de 3 mois avec des papiers très laconiques. Là, c'est mon nom en coréen, Kang Sok-bun. Alors, vous voyez, ça, c'est la première photo que j'ai de moi bébé. Donc, c'est la photo aussi que mes parents ont reçue quand ils ont su qu'ils allaient pouvoir m'adopter. Puis là, c'est mes papiers d'adoption des services sociaux coréens. Donc là, c'est écrit trouvé dans la ville de Séoul, où elle a été recueillie comme abandonnée. Les 2 parents sont inconnus. Donc il y a beaucoup d'inconnus en fait. Caroline, qui ne s'est au début pas préoccupée de ces inconnus, a coulé des jours heureux dans sa famille d'adoption à Puyi. Mais à 18 ans, elle a souhaité en savoir plus sur ses origines. Elle s'est alors adressée à Terre des Hommes. Comme rien n'existait dans leurs archives, elle leur a demandé d'écrire aux services sociaux coréens. Chose incroyable, la réponse a mis 9 ans avant d'arriver. L'hiver dernier, janvier dernier, je reçois une lettre de Terre des Hommes qui me demande de les contacter au plus vite parce qu'ils ont des informations à mon sujet. Donc là, vraiment, je tombe des nues. Je me suis dit, waouh, après tant d'années, qu'est-ce qu'ils ont pu bien découvrir? Ce papier, c'est ce qu'on m'a donné chez Terre des Hommes. Donc ils ont fait une photocopie de ce qu'ils avaient reçu de KSS. Ils ont trouvé plus d'informations à mon sujet. Je suis la 6e d'une fratrie et mes parents ne pouvaient pas s'occuper de tous les enfants à cause de difficultés économiques. Je me disais quand même, ce serait bien si je pouvais peut-être les retrouver un jour. En juillet 2003, Caroline s'est rendue pendant ses vacances en Corée. Elle en a profité pour aller à l'orphelinat dans lequel elle avait été déposée. Le miracle s'est produit 29 ans plus tard. Le nom et l'adresse de ses parents se trouvaient encore dans les archives. Comme les rues de Séoul avaient changé, les recherches directes de Caroline ont été infructueuses. Elle a alors décidé de participer à une émission de télévision permettant à des familles qui se sont perdues de vue de se retrouver. La télévision coréenne m'a dit il ne faut pas dire le nom entier. Parce que là, ça peut être, comment dire, déshonorant ou embarrassant pour la famille si des gens les connaissent. Ils ont dit on ne mettra que le nom de famille. Puis surtout, j'avais vu une copine, elle me dit c'est vraiment ta chance, il faut que tu dises le nom en entier, sinon tu as beaucoup moins de chances de les trouver. Donc il me dit il faut l'écrire, il faut faire une pancarte. J'avais coincé le bout de papier dans mon pantalon. Je les ai pris par surprise, là. Donc les 2 présentateurs étaient « Oh !» Et puis j'ai montré ça, puis après j'étais quand même un peu intimidée. Puis je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc j'ai voulu le replier, puis le remettre
dans mon pantalon, mais ils ont dit non, 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 laissez, laissez. À la fin de l'émission, donc, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, vous savez, on a reçu déjà un coup de fil pour vous. J'ai dit, ah bon? Puis bon, je rentre, j'étais quand même un peu, comment dire, oui, un peu excitée, mais en même temps avec une petite appréhension. Et puis je me disais, j'espère que c'est vraiment une piste valable. Et puis, je crois, quelques heures après, à l'hôtel, j'avais reçu un fax. On a retrouvé la personne que vous... Excusez-moi, je suis un peu... On a retrouvé la personne que vous cherchez. Et puis là, ça m'a fait vraiment un choc. Je me dis, waouh. Et puis, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoutez, il faut vraiment qu'on fasse ça au plus vite, donc on va organiser une rencontre pour demain. J'étais un peu nerveuse, je regardais à droite, à gauche, par où elle allait arriver. Puis tout d'un coup, je vois vraiment un groupe de Coréens arriver. Et en fait, ils étaient venus, entre guillemets, en masse, quoi. Tous mes frères et sœurs sont arrivés, avec ma sœur aînée et son mari, donc en tête de file. Et là, c'était vraiment très, très émouvant. Ma sœur, elle m'a vue et puis elle a commencé à pleurer. Elle m'a pris dans ses bras, elle pleurait. C'était presque irréel. Comment dire, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Et puis, c'est vrai, j'étais contente, mais je ne pouvais pas sauter de joie parce que je me disais toujours, est-ce que c'est vraiment eux? Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment eux? Et puis, je sais qu'il y avait la possibilité de faire une analyse d'ADN. Et puis, j'avais dit, j'aimerais bien faire ça. Quand ma sœur aînée a dit, je le ferai. Mais elle était tellement sûre que c'était moi. Là, ils m'ont dit, on aimerait aller sur la tombe parce que nos parents sont morts. Donc, c'est vrai que c'était un peu triste. Parce que ma mère en Corée, notre mère, elle est morte en 2000. Donc, quand je les ai retrouvés, c'était en 2003, donc 3 ans après. Ça s'est joué un peu d'années. Si vous aviez pu revoir cette mère biologique, qu'est-ce que vous lui auriez dit? J'aurais dit que je suis contente de la revoir, mais que je n'y en veux pas du tout, qu'elle n'a pas à se sentir coupable. J'ai encore une très belle vie ici en Suisse, où j'ai vraiment eu la chance de tomber dans une famille exceptionnelle. Donc, oui, que je regrette. Disons, oui, d'un côté, je regrette évidemment de ne pas avoir grandi parmi les miens, en guillemets, dans un pays, dans mon pays d'origine, et puis de ne pas parler la langue, le coréen. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc, juste lui dire que je comprends, que je n'en veux pas, que je comprends ce qui a motivé donc, son geste ou sa décision. Certains enfants adoptés recherchent leurs origines, d'autres pas. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui est bénéfique? Tout dépend. Ça, c'est une démarche personnelle qui peut être tout à fait constructive. Pour certains, c'est vraiment important d'avoir cet axe de filiation biologique à intégrer sur des choses concrètes de leur histoire, de leur pays d'origine, de ce qu'ils peuvent en voir, en ressentir. Pour certains, c'est à l'évidence positif. Pour d'autres, c'est dans une quête désespérée de retrouver un bout de filiation. Et finalement, là aussi, quand c'est trop idéalisé, quand on en attend des miracles, finalement, le risque est grand que ça ne corresponde pas finalement à ce qu'on s'était imaginé et que cette démarche ne soit pas très productive et finalement contribue encore plus à la blessure, à la raviver. Donc il n'y a pas de réponse absolue pour ça, mais je pense que pour certains, c'est tout à fait indispensable et bénéfique. Si pour Caroline, cette recherche des origines a été positive et qu'elle a bénéficié d'un soutien inconditionnel de ses parents adoptifs, elle se trouve aujourd'hui face à un nouveau défi. Elle doit faire cohabiter dans son cœur et dans la réalité deux familles éloignées tant par les kilomètres que par les problèmes de langue et de culture. Mais elle peut déjà se réjouir de la future présence à son mariage de ses frères et sœurs coréens.
une nouvelle joie est au rendez-vous. 3 jours après leur arrivée à Tananarive, ils sortent pour la première fois de la maison de Familles sans frontières avec Nomen. Ah oui. Coucou. Ça te fait peur? On va pas y Ça te fait peur? Non, oh là là. Pourtant, il n'a pas l'air, oui. Ah bah dis donc, j'espère qu'elle aime les chats. Ça se passe bien et je peux pas m'empêcher de penser tout le temps à l'histoire du Petit Prince avec le renard qui dit au Petit Prince il faut m'apprivoiser, il faut venir tous les jours, peut-être à la même heure, pour que je puisse me réjouir de te voir. Et puis comme on est dans un parc zoologique et qu'on a vu un renard qui a fait très peur à Nomen, voilà, j'y pense aussi. Mais tout se passe très bien, on est très 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 heureux de l'avoir rencontré. J'ai envie de dire qu'elle nous a adoptés finalement et que c'est une très très belle aventure qu'on est en train de vivre. On l'a vécu en pensée à la maison et puis maintenant on la vit dans la réalité, alors c'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous auriez envie, peut-être vous, d'adopter un enfant? Non. Pourquoi? Parce que, en étant dans la peau d'un enfant qui a été abandonné, c'est égoïste ce que je veux dire, mais j'aurais pas envie de subir les mêmes problèmes. Je sais que mes parents, eux, ils sont à la limite. Ils encourageraient les gens parce qu'il y a tellement de misère autour de nous. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents qui sont aujourd'hui en train d'adopter un enfant? Qu'ils fassent. Et vous, madame? Tout à fait. Quand tu seras adulte, est-ce que tu as envie de fonder ta propre famille, d'avoir tes propres enfants? Oui, mais je pense aussi que je voudrais avoir mes propres enfants, puis peut-être adopter un enfant. Et tu n'aurais pas peur d'adopter quelqu'un? Non, je pense pas. Puis comme ça, je pourrais aussi le comprendre comme ça, si des fois il y a des ennuis ou des problèmes comme ça.